Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette 7e conférence de la commission scientifique à propos du gouffre des Espélugues. Donc la commission scientifique est heureuse de présenter une nouvelle fois une conférence. La dernière avait lieu en décembre, donc ça va faire maintenant plus de 6 mois qu'il n'y a pas eu de conférence. Donc si vous avez des idées de conférences, si vous voulez proposer des choses, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, je vous demanderai juste de bien couper vos micros et vos caméras. C'est pas hostile pour l'instant. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le fil du chat. Et puis à l'issue de la présentation de Michel, qui devrait durer à peu près une demi-heure, du coup, je rebasculerai toutes ces questions en essayant de les regrouper lorsque c'est nécessaire. Voilà. Ce soir, on a l'honneur d'accueillir Michel Vienna, qui va nous parler du coup de l'effondrement du gouffre des Espélugues dans le Gard. Voilà, donc Michel Vienna, il est géologue, membre du club d'Alès, il est président de la commission scientifique CSRO. Il a été auteur avec Yves Morin en 1990 en fait d'un article sur cette avenne, la veine des Espélugues. Il est également membre de la direction nationale de la commission scientifique. La conférence est enregistrée de manière à pouvoir être mise à disposition sur la chaîne YouTube de la Fédé à l'issue de la conférence. Michel, à toi la parole et merci beaucoup, merci à tous. Voilà, bonjour tout le monde. Donc normalement, j'ai partagé mon écran. Vous devez avoir en ce moment une carte de France. Il y en a qui n'ont Parfait, pas une Michel. carte de France avec un point noir à côté de Nîmes pour indiquer le site de la veine des Espélugues. Mais dites-le, on essayera de corriger ça. Pas de retour, donc tout le monde doit avoir C'est tout ça. bon, Michel. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc je vous montre l'emplacement. Donc nous sommes à peu près à mi-chemin entre les Cévennes et la mer Méditerranée, donc dans la zone du sud-est de la France. Sur le plan karstique, la flèche rouge vous pointe vers l'étoile qui correspond à la veine. Donc nous sommes dans les karstes du Languedoc. Pour les géologues, nous sommes dans la région pyrénéo-provençale, c'est-à-dire une région de grand pli est-ouest, complètement arasée au Miocène. Et nous allons maintenant nous rapprocher de la zone qui nous intéresse. Donc ici, c'est une vue par drone. Vous avez tout à fait en bas à gauche, vous voyez ma petite flèche qui se promène? Oui, Michel, c'est bon. C'est bon. Vous avez le village de Dions dans un ancien méandre du Gardon. Le Gardon, c'est la rivière qui coule ici. C'est appelé Gard sur les cartes, mais localement, tout le monde dit Gardon. Et vous avez la veine qui est ici, à peu près 150 mètres sur 100. Donc, c'est avec la grande fosse de Brie en Charente, l'une des plus grandes entrées de France. Profondeur 55 mètres à partir du sentier qui est au bord ici. Voilà une vue du Mémavent il y a 120 ans, à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il a été décrit par Félix Mazorik, qui est un compagnon de Martel, paléo local. On voit les stratifications et on voit une faille que je vous fais remarquer au passage, qui est à l'origine de la localisation. Et puis on voit aussi que contrairement à la photo précédente, vous n'avez pratiquement pas de végétation sur les parois. Voilà, quand on descend au fond de cet entonnoir, à allure de cratère, donc je vous dis 150 mètres sur 100 et un peu plus de 50 de profondeur, on a un fond plat, argilo-limoneux avec des cailloux venus de la surface, et une entrée de grotte d'une vingtaine de mètres de large et une 11 de haut. Donc ça, c'était la vue, telle qu'elle se présentait traditionnellement. Et aujourd'hui, tout l'intérieur de la salle qui est dans la grotte s'est effondré. Et nous allons en reparler. Sur la droite, sous l'auvent, qui est un méandre du Paléogardon, nous en parlerons, vous avez ce qu'on appelle la cascade de Tuf, qui est en fait un morceau d'ébouli. On voit très bien ici des cailloutis cryoclastiques qui sont organisés, lités, et si on prolonge
la partie qui est conservée, on voit qu'elle passe presque à ras de la voûte. Cette partie a été conservée parce que ces cailloutis ont été consolidés par de la calcite sortant d'une petite source au sommet. Ailleurs, l'éboulis se prolongeait évidemment, on ne voit pas comment on aurait eu ces pentes d'éboulis s'il n'y avait pas eu de prolongement, mais il a disparu, il a été soutiré. Et c'est cette observation qui nous a fait penser en 1989 que la cavité est encore une cavité active en cours de creusement et pas du tout une cavité fossile comme on le croyait depuis la fin du XIXe siècle. Voilà la salle telle qu'elle se présentait. Donc il y a 11-12 mètres de haut ici, 20 de large, et puis des cheminées qui montent jusqu'à 35 mètres, qui ont fait classer le site pour la protection des chiroptères, qui se sentent bien à l'abri là-haut en haut. Là aussi, côté intéressant sur le plan géologique, ce sol, ce n'est pas de l'argile de décalcification, contrairement à ce que croyait Félix Mazorik, mais c'est un sol gris, donc un sol qui n'a pas été très oxydé, qui n'a pas été très altéré, et une étude en diffraction X à l'école des mines d'Alès nous a montré qu'il était riche en séricite, c'est-à-dire un mica qui est caractéristique des micaschistes assez peu métamorphiques de la région cévenole située en amont. Autrement dit, il s'agissait d'alluvions fraîches, postérieures à l'ouverture, et pas du tout d'un remaniement de terrasses pliocènes qui aurait donné une argile rouge sans le moindre mica, altérée depuis longtemps par la météorologie. Si nous avions ici des alluvions, c'est que cette cavité pouvait se noyer à partir d'un refoulement, un remplissage de perte du Gardon qui passe à peu près à 400 mètres. Et en période de crue, il peut y avoir jusqu'à 2 mètres d'eau dans cette salle. On voit la limite à peu près ici. Donc vous imaginez que ce n'est pas juste l'entonnoir qui suffit à donner une telle hauteur d'eau. En temps ordinaire, il y a perte. Vous avez un point absorbant qui est ici. Et il y a refoulement en période de crue. Nous avons étudié ces alluvions, et ces alluvions nous ont donné, outre du mica, un petit peu de charbon, un peu de houille. La houille a été exploitée à partir du XVIIIe siècle, mais surtout industriellement à partir du milieu du XIXe, disons à partir des années 1825-1830. Et la présence de houille en quantité non négligeable dans ces alluvions à la partie superficielle montrait qu'il y avait eu un dépôt récent, par conséquent une crue du XXe siècle. De même, à une 15e centimètre de profondeur, le carottage m'avait donné une élytre de carabide, probablement Carabus hispanicus, et cette élytre était en bon état, encore colorée, donc il y avait des remaniements relativement récents, c'est un dépôt qui était actif. Et puis voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, la photo qui était prise depuis le fond n'est plus prenable. L'auvent que nous avons vu dans les photos précédentes se situe sur la droite ici, avec la cascade de Tuche. Et là, nous avons cet effondrement d'environ 6000 mètres cubes, donc 20 mètres de large, environ 20 mètres de profondeur et environ 30 mètres de long. On distingue très bien dans la coupe du limon qui n'est pas du tout altéré, qui est du limon du Gardon, c'est des limons de crue. On distingue à côté de ça une partie rouge qui est surtout présente de ce côté, mais qui se raréfie vers le fond, même si la photo le montre mal. Cette partie rouge, ce sont des argiles de décalcification et des argiles d'altération de la terrasse pliocène qui est au-dessus. Donc on a un mélange entre les deux, et puis on a ici une double bande en relief dont nous reparlerons, qui est une banquette limite de creusement paragénétique. Cette photo a été prise au début janvier. Vous voyez qu'il y a une fissure en cours d'élargissement sur le bord. Aujourd'hui, l'effondrement a atteint la ligne de cailloux. Disons, il y a un mois, lorsque j'y ai été la dernière fois, cette ligne de cailloux était devenue la nouvelle ligne d'effondrement. Avec ces matériaux tendres,
tant qu'il fait sec, il n'y a pas eu de grosses pluies, et surtout de crues depuis le début de l'année. Il faut s'attendre à des effondrements par petits morceaux, mais une grosse crue pourrait tout enlever. Et lorsque nous avons vu ça, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une urgence sur le plan géomorphologique et archéologique. Donc, au passage, le lac qui est au fond est un lac froid, parce que la Veine est un piège à air froid. Nous avions de l'eau à 6 degrés, 6 degrés et demi, ce qui pour la région est extrêmement bas à la fin de l'hiver. Et par contre, c'est de l'eau qui a séjourné dans la masse alluviale qui est ici. Ce n'est pas de l'eau du Gardon. Son pH est beaucoup trop élevé. Elle est trop argileuse. Bon, il nous reste à faire des études biologiques dedans. Voilà le fond vu depuis l'entrée. Donc, vous voyez la photo vue du fond, elle était prise de là. Donc voilà les 6000 mètres cubes qui manquent. On note au passage, ici c'est visible, à peu près à 2,50 m de profondeur sous la surface actuelle, un niveau noirâtre qui est en cours d'étude, mais que nous interprétons probablement comme étant un niveau de guano lié à une colonie de chiroptères installée au-dessus. Par contre, nous avons des traces de foyers, peut-être attribuables au néolithique, à une douzaine de mètres de profondeur sous le rebord où est prise la photo. Du coup, Michel, je me permets de t'interrompre. J'ai une question de Pierre, en fait, qui demande si la paroi de droite a été mise à nu, en fait, au cours de l'effondrement. Alors, on a la limite de l'ancien remplissage qui est parfaitement visible ici. Donc, tout ce qui est en dessous a été mis à nu par le soutirage. D'accord? Et ici aussi, la paroi a été dégagée par le soutirage. Par contre, là, on n'a pas la paroi naturelle, on a un abrupte de soutirage dans les alluvions. Voilà, le même un petit peu agrandi. On voit très bien ici les découlées. Alors, ces coulées sont intéressantes. Ce sont des coulées stalagmitiques, mais ce sont des coulées de dissolution, de condensation sur les parois. C'est-à-dire que on est juste sous l'entrée, on a eu condensation en période humide. Cette condensation a dissous une partie du calcaire et on a obtenu ces cannelures, donc stalagmitiques, qui n'ont pas d'origine en hauteur. Il n'y a pas de source, il n'y a pas d'alimentation. C'est la condensation, comme sur une vitre, qui est à l'origine de ces draperies. Donc c'est un phénomène un petit peu particulier. Et ces draperies, on le voit très bien, se prolongeaient en profondeur avant d'être recouvertes par l'alluvionnement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit résumé de l'histoire géologique. Nous remontons là j'ai mis 3 millions d'années, mais en réalité ça n'avait pas beaucoup changé depuis le Miocène, c'est-à-dire une dizaine de millions d'années. C'est un résumé qui est très raccourci, donc vous pourrez poser pas mal de questions parce que donc à l'époque nous avons la surface d'aplanissement oligo-miocène qui a tronqué le plissement. Hop, m'a volé ma petite flèche. La voilà. Donc ça, c'est la bordure du plissement pyrénéo-provençal. Ici, on a un remplissage oligocène et on a eu l'aplanissement oligocène tardif et première moitié du Miocène qui a nivelé tout ça. Et ça, c'est ce qui existait sur place à cette période-là. On a la petite faille et c'est tout ce qui reste. Un peu plus tard, là aussi, la date d'un million d'années, elle est douteuse. Ça a pu commencer dès la phase de salinité messinienne, c'est-à-dire il y a entre 5 et 6 millions d'années. Le Gardon est soutiré vers un écoulement en profondeur. La vallée du Rhône s'encaisse à ce qui est notre droite et une perte se crée au contact entre les marnes jaunes imperméables et les calcaires urgoniens. Donc on a un réseau souterrain qui descend doucement vers l'est-sud-est.
J'ai un petit problème de notation et j'ai un petit problème d'organisation des photos, ce n'est pas très grave. Donc vous revoyez la veine telle qu'il est. La petite faille, elle passe ici. Voilà, donc à cette époque, un écoulement se fait par élargissement de la petite faille pyrénéenne qui est en profondeur. Le Gardon se perd ici, donc ça c'est l'état actuel, il passe sous la veine actuelle et on a une zone de ressortie qui, au Miocène, se prolonge quelque part beaucoup plus loin vers l'est et qui aujourd'hui ressort dans ce méandre qui est le méandre de Firole. Donc petit à petit, la perte, la galerie ici s'agrandit. Au niveau de la faille, on a un éboulis, qui est une zone broyée, on a un éboulis de voûte. Les blocs se détachent de la voûte. Cela crée une circulation ascendante qui crée une belle forme arrondie et un cône d'éboulis sous la voûte. Voilà, donc vous avez les blocs qui s'accumulent à la base du grand tube précédent et la voûte qui remonte par dalles successives, par effondrement de dalles, selon un processus bien connu. Voilà, et puis, quand on fait remonter ce qu'on appelle un fontis, qu'on appelle Wang Min parfois une cathédrale, et ça finit par déboucher au jour. À ce moment-là, ça fait un gros tas qui obstrue, qui fait un barrage filtrant, et on a l'ouverture qui est au-dessus, ouverture qui évidemment s'agrandit progressivement avec le temps, et puis l'eau qui continue par derrière. Voilà, donc on a à peu près ça. Voilà. Et puis le barrage est un filtrant, l'eau passe, mais les alluvions sont en partie bloquées. L'arrivée d'argile depuis le plateau en rajoute, et les alluvions ont tendance à s'accumuler à l'arrière, donc en amont, et c'est les alluvions à dominante grise que vous avez vues, puis la partie rouge, ici on a la zone rougeâtre qui provient de l'altération des dépôts en surface, des dépôts myopliocènes de surface. Voilà, donc à cette époque-là, le tube n'existe plus que dans sa moitié à peu près inférieure au niveau de la veine, il se prolonge. À chaque crue, on a accumulation de quelques centimètres de limon supplémentaires. À ce niveau-là, les datations de la stratification de ce remplissage vont nous donner une idée extrêmement intéressante sur l'histoire des crues du Gardon depuis à peu près 10 000 ans. Voilà. Alors, là, c'est ce que nous savions jusqu'à l'année dernière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ces limons sont très fins. L'écoulement qui se fait à la base forme un sous-écoulement qu'on appelle un renard, souvent en BTP, et petit à petit, ces limons sont évacués à travers l'éboulis vers le réseau aval. Donc, ils s'en vont vers la résurgence dans le lit du Gardon que vous avez vu, donc dans le méandre de Firole, et peut-être beaucoup plus loin, jusqu'éventuellement directement en profondeur dans la vallée du Rhône à l'origine. Donc, on a un creusement qui va apparaître en même temps d'ailleurs que le remplissage continue à augmenter de niveau à la partie supérieure, il s'ouvre à la base. Voilà, donc à ce moment-là, on a la formation du sous-écoulement. Ce sous-écoulement n'est pas forcément régulier, il n'est pas forcément une galerie linéaire, il peut y avoir de véritables chambres, des chambres de plusieurs dizaines de mètres, séparées par des passages relativement étroits, moins 0D. On ne sait absolument pas comment c'était, mais petit à petit, ça grandit partout. Ça grandit lors des crues qui enlèvent du limon, ça grandit lors des sécheresses qui font que sur les parois de la chambre, le limon se dessèche, s'effrite, tombe au fond et est éliminé à la crue suivante. Voilà, on finit par arriver à avoir une grande salle cachée.
sous le limon. Donc, de temps en temps, il tombe des morceaux, il tombe des cailloux en particulier. Voilà. Et donc, le 27 décembre dernier, cette salle s'est effondrée. Alors, il y avait eu un signe avant-coureur, mais nous n'en avions pas été informés. Dès fin septembre, la fille d'un spéléo du département, spéléo elle-même, nous a, enfin, a posteriori, signalé qu'elle était venue en famille dans la cavité et qu'elle avait entendu des bruits de chute de cailloux une fois dans la salle. Elle les a enregistrés, nous a fait transmis l'enregistrement. Et donc, il s'agissait évidemment de l'effritement de la paroi de cette salle. Elle est repartie prudemment, elle a bien fait. 3 mois après, tout le fond s'effondrait. Donc là aussi, beaucoup de chance pour la mairie, ça s'est passé dans la matinée. Il y avait 2 personnes dans le sentier d'accès sur le versant. Donc, si elles avaient été au fond à ce moment-là, il aurait pu y avoir des victimes. Et en particulier, c'est un endroit où des camps de jeunes, des colonies de vacances, des groupes d'ados viennent régulièrement. Et il aurait très bien pu y avoir 30 gamins dans la salle au moment de l'effondrement. Donc la municipalité, il y a eu beaucoup de chances que ça se passe à un moment où il n'y ait personne. Donc voilà, on en était là, ça s'est effondré. Donc vous avez l'ancienne coupe que vous voyez, cette forme ronde, ça c'est l'ancien tube remonté vers le haut par le courant dévié par les boulis. Voilà, et on en est à cette situation actuellement, donc avec des pertes qui fonctionnent. Ces pertes sont connues depuis très longtemps dans le lit du Gardon. Elles passent sous le village où il y a des courants d'air froid qui ressortent dans les caves de certaines maisons. Là, nous avons des témoignages de personnes. Et puis, là, le remplissage de limon qui s'est complètement effondré, qui a été évacué. Alors, la question que l'on pose souvent, c'est mais 6000 mètres cubes, on doit les voir quelque part. Ces 6000 mètres cubes ont peut-être mis plusieurs millénaires à être évacués. Ce n'est pas du tout un phénomène rapide. C'est une érosion qui a lieu par en dessous. Ce n'est pas du tout, il n'y a que l'effondrement qui a été rapide, ce n'est pas le creusement. Le creusement lui-même est un phénomène lent qui a pris des siècles. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là, l'entonnoir d'entrée, l'ancien tube, et puis les limons qui ont été évacués, et le petit lac suspendu, tandis que l'écoulement, s'il existe, est permanent, il doit se situer encore en dessous à la base. Dans les calcaires eux-mêmes qui sont surcreusés, dans ce surcreusement, nous l'avons mis en évidence, nous sommes descendus dans le lac qui est au fond, on voit très bien ce surcreusement. Voilà, donc là on travaille sur les bords. Sur le plan du creusement, nous avons un élément de datation, je vous le disais, c'est ici et ici où on a 2 banquettes limites. Les systèmes à banquettes limites correspondent donc à des creusements paragénétiques, c'est-à-dire des creusements remontants. Dans le bassin méditerranéen, ils sont assez caractéristiques d'événements liés à la remontée post-messinienne, aux Ancléens, c'est au tout début du Pliocène. Les eaux remontent et les rivières souterraines vont monter à leur tour en accumulant des alluvions et en creusant au plafond. À ce moment-là, ça remonte par à-coups à chaque remplissage et on a des séries de banquettes latérales qui se forment. C'est quelque chose qui est connu depuis 1970 à peu près. Et donc là, on aurait un élément qui indiquerait que le premier creusement remonterait donc à la fin du Miocène. Voilà, pour vous donner une petite idée du paysage. Donc actuellement, l'éboulis fait ça. Voilà le fond, il y a 18,50 m entre le rebord et l'eau, il y a 3 mètres d'eau. Donc nous avons tout de suite pu signaler à la mairie, donc évidemment le jour de l'éboulement, les pompiers ont été prévenus, enfin, le couple qui a vu
qui étaient sur place ou à côté signalé à la mairie a appelé la gendarmerie, les gendarmes ont dit il y a un problème de risque, on appelle les pompiers ont dit c'est du souterrain, on appelle le SSF, et c'est comme ça que le CDS a été mis dans le coup. Donc nous avons pu, moi quand je suis arrivé, connaissant la géologie du site, j'ai tout de suite vu que c'était uniquement dans ce remplissage de limon que s'était fait le soutirage, par conséquent qu'il n'y avait pas de risque en surface, en particulier pour les maisons du village qui sont la plus proche construction d'à 150 mètres en ligne droite, horizontale, et pour le sentier qui fait le tour. Donc nous avons pu largement rassurer et la municipalité et la gendarmerie qui se sont contentés de clore et d'interdire l'accès, ce qui était normal, mais il n'y avait pas de risque majeur pour la sécurité publique en dehors du fond de la cavité. Donc voilà le fond. Ici, ce site était intéressant. Donc, vous voyez ce remplissage peut-être de guano avec également des cailloux. On comprend mal comment des cailloux assez gros, c'est-à-dire des cailloux de l'ordre de 30 cm, ont pu glisser sur la surface plane pour aller jusqu'au fond. Il n'est pas exclu qu'ils aient été apportés par l'homme. On n'est pas très très vieux, 2,50 m, ça doit porter au Moyen-Âge. Et qu'ils aient été donc transportés pour faire un aménagement quelconque, que ce soit un foyer, que ce soit simplement pour s'asseoir tranquillement. Et donc on est sur un aménagement anthropique recoupé par l'effondrement. Donc actuellement c'est en cours. J'ai téléphoné hier pour savoir si on avait de nouvelles données, en particulier des datations pour les charbons trouvés dans cette partie, mais on n'en a pas, ce n'est pas encore daté. Voilà, seul vestige archéologique trouvé dans le secteur, un éclat qui est peut-être moustérien, mais qui semble provenir de la surface. Le plan de la veine, pour mieux vous l'expliquer, donc l'entonnoir, vous voyez 50 mètres, à peu près 150 sur 110, 120, le plan au fond et la grotte, donc les arrivées par le fond, l'éboulis qui est ici, et puis le redépart dans cette direction. Voilà, ça c'est les panneaux que l'on a fait pour expliquer à la population rapidement. Voilà. Donc le gardon, dans le méandre qui est en dessous, les ressorties d'eau se situent par ici, à des endroits où il y a la flaque, vous voyez qu'il y a un petit creusement. C'est le méandre de Firole. La faille passe ici, entre ce sommet et celui-là, par là, voilà. Comme vous le voyez en été, il n'y a pas une goutte d'eau. Cette année, c'est le cas 6 mois dans l'année, peut-être plus. Par contre, en période de crue, on a des jaugeages à plus de 4500 mètres cubes à la seconde, c'est-à-dire plus du double du Rhône. Voilà, donc là, j'ai terminé pour le montage. J'ai d'autres photos que je peux sortir si jamais ça répond à des questions qui seront posées. Et je suis à votre disposition. Je coupe le partage. Oh, tu peux laisser Michel, t'embête pas. Mais en tout cas, oui. Merci beaucoup. On a deux questions de Pierre. Donnez les deux à la limite, comme ça tu pourras l'organiser comme tu veux dans les réponses. Oui. Peut-on supposer que la forte sécheresse de l'été dernier a fragilisé le dernier bouchon restant? Et ensuite, peut-on espérer avoir un accès au bras souterrain du Gardon une fois que cela sera stabilisé? Alors, je répondrai oui aux deux. Merci, question suivante. Alors, j'explique un petit peu tout de même. Comme je l'ai dit, les périodes sèches sont des périodes où une paroi de limon a tendance à s'effriter. La période très sèche a certainement entraîné un effritement des parois de fontis sous les alluvions et donc à non pas créer l'éboulement, mais accélérer le processus qui y a conduit. Ensuite, il y a un enlèvement. On aura l'éboulis à traverser, mais comme je connais les spéléos, si on a l'impression que ça passe, eh bien, on se débrouillera bien pour passer. Voilà, donc pour le moment, on attend les prochaines crues. Les prochaines crues vont certainement largement modifier le paysage que vous avez vu, parce que ces parois subverticales de 20 mètres de haut dans du limon ne tiendront pas avec une crue
de type décennal du Gardon. C'est quand même des crues qui prennent 10-15 mètres d'amplitude. Et donc, quelques heures seulement, ça va suffire à chambouler beaucoup de choses. Est-ce que ça sera évacué en grande partie? Est-ce qu'au contraire, ça va être comblé? On ne le sait pas, on verra. À long terme, il y aura certainement évacuation. Et à ce moment-là, on aura certainement des possibilités d'accéder vers l'aval. Voilà. Autre question? Merci, Michel. Pas d'autres questions dans le chat pour l'instant, mais si certains veulent prendre la parole pour poser une question, on n'a pas de questions dans le chat, n'hésitez pas. Julien qui demande en fait si on a déjà vu des remontées d'eau sur ce plancher, notamment sur de grosses crues. Alors là aussi, je réponds oui. J'ai une photo, je peux vous la chercher, donc qui est celle d'un garde de la réserve naturelle des gorges du Gardon, qui montre le niveau atteint par l'eau. On a une série de pailles, feuilles, herbes flottées sur les parois, à peu près 1,50 m de haut. Donc ça, c'est en 2012. Donc ce n'est vraiment pas vieux. En 2012, il y avait 1,50 m d'eau dans le fond de la salle. Alors cette eau, c'est de l'eau qui refoule du fond. On est plus haut que le niveau du Gardon, il y a probablement un effet de coup de bélier, c'est-à-dire que la galerie souterraine se remplit et l'inertie de toute la masse d'eau en mouvement projette la partie terminale vers le haut. C'est un phénomène qui est fréquent au niveau des crues, par exemple, des ponts. Et donc là, on a probablement de l'eau qui est montée 1 ou 2 mètres ou 3 mètres plus haut que ne l'était le niveau de la rivière elle-même. Mais c'est cette eau qui, à chaque crue, dépose un petit peu de limon. Donc ça c'est vu, la tradition orale dans le village, tous les vieux le savaient, que ça se submergeait de temps en temps, donc là il n'y a aucun doute, c'est quelque chose qui était actif. Alors j'en profite pour faire un peu de pub pour Spéléoscope, donc le dernier Spéléoscope qui a été publié, le numéro 42, donc qui couvre l'année 2022. Michel nous a fait un article sur le soutirage exceptionnel là, dans le gouffre des Espélugues. Voilà. Donc, c'est à peu près. Voilà. Vous trouverez pas mal de pages et beaucoup de textes qui décrivent ça et qui peuvent être la suite de la lecture après cette conférence. Voilà. Je vais vous montrer une photo. Vous avez mon écran là? Oui, c'est bon, Michel. Voilà, vous avez le niveau d'eau qui est visible dans la salle. Vous l'avez là. Ok. Et est-ce que tu peux nous redonner les éléments concernant l'estimation de l'âge des niveaux les plus bas du Alors, remplissage? C'est une question de c'est un Pierre. peu difficile parce que pour le moment, on n'a pas de datation, on n'a pas de charbon daté. Autour de -10, vers -10, -12, dans le premier abrupt, il y a des traces, il y a des charbons, mais on n'a pas encore le résultat des datations, et puis ce n'est pas évident que les datations soient parlantes parce qu'on est dans une zone où il y a des lessivages. On a un petit bout d'argile modelée. D'après les archéologues de l'équipe qui est en place, qui travaille en ce moment dessus, ça pourrait être du néolithique tardif. Donc, si on a du néolithique vers entre 5 et 7 000 à mi-profondeur, ça met autour de 10 000 pour le fond et donc pour probablement pour la phase majeure de l'effondrement. Donc, ce ne serait pas très vieux. Mais ça, on s'en doutait aussi, puisque lorsque j'avais travaillé, j'avais noté que le bord de l'entonnoir, par endroits, était franc, était fermé un véritable angle. Si on avait un soutirage très très ancien, on aurait des bords arrondis. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe de scientifiques en fait qui travaille actuellement Alors l'équipe de autour de ce gouffre? scientifiques, alors, tout simplement, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je me suis dit tout de suite, ça que beaucoup d'entre nous connaissent, il y a Laurent Bruxelles, il y a Philippe Galland, donc ça c'est les deux archéos. Il y a
Philippe Martin de l'université d'Avignon, qui est un sédimentologue, qui est un spécialiste des échanges entre les rivières de surface et le karst, qui a travaillé sur le bassin du Gardon. Et puis il y a des gens donc de l'équipe d'Hubert Camus. Donc, des gens qui travaillent avec lui. Donc voilà le gros de l'équipe. Donc avec Camus, je m'occupe de la partie plus spécialement géologique, géomorphologique, remplissage, et puis les archéologues s'occupent de la partie archéologique. Donc ce qu'on a fait, vous avez vu, je vais vous mettre une autre photo peut-être. On a équipé toute la paroi de gauche. On a équipé toute la paroi de gauche. Donc ça c'est vu depuis l'entrée de la veine. Au fond, c'est le petit chicot, le reste de l'ancienne salle. Et vous voyez la main courante qui a été installée par les spéléos. Donc c'est l'équipe du spéléoclub de la vallée de la Vis de Nîmes. L'équipement, ça n'a pas été sans mal parce que la roche est souvent pourrie. Mais donc les spéléos les archéologues, donc ici vous reconnaissez Philippe Galland, vont travailler dans la coupe, dans le remplissage ici, en suivant cette main courante que nous avons maintenant déséquipée. Au-dessus, vous avez une tyrolienne qui traverse la cavité de manière à pouvoir descendre à la verticale le long de cet effondrement. On ne peut pas mettre une corde qui va cisailler dans le remplissage et déclencher des effondrements de blocs. Voilà, là vous avez, ce doit être Laurent Bruxelles, en train de faire des prélèvements dans la tache sombre que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc pendu à la tyrolienne qui est au-dessus et évidemment assurée. Voilà, vous voyez que le travail n'est pas toujours évident. Bon, ça doit être moi-même en train d'aller faire des prélèvements ou des mesures au niveau du lac au fond. Donc voilà, on passe par la paroi de gauche ici, et donc cette paroi a été étudiée, et là, voilà, vous avez la tyrolienne entre les deux côtés pour pouvoir descendre à la verticale le long de la paroi. Donc maintenant, c'est déséquipé, et on va par contre probablement équiper de l'autre côté pour aller voir les remplissages qui sont ici, où il y a des choses intéressantes également. Alors du coup, Julien demande si la paroi est suffisamment stable. Alors, la paroi, c'est du calcaire ergonien. Quand il est sain, il est stable, il n'y a aucun problème. L'effondrement n'affecte que le remplissage limoneux, donc il n'y a aucune difficulté. Par contre, il y a des zones où la roche est altérée, donc là on est obligé de gratter. Il y a des zones où elle est recouverte de coulées stalagmitiques de ce style-là. Là, on a tout, vous voyez par exemple, là on est monté, vous voyez que la main courante passe beaucoup plus haut. Or, on est parti du même niveau que la terrasse subsistante au fond. On est monté de 4 mètres, on est redescendu de 4 mètres. Parce qu'il fallait éviter ici une zone surplombante et pourrie où on ne pouvait pas équiper. Mais ça a été bien fait. Bon, les copains connaissent le boulot, il n'y a pas de problème. C'était Jean-Yves Voski, en particulier donc de l'équipe du SCVV, et donc notre professionnel Michel Serfati du département du Gard. Et le SSF 30 qui a participé aussi. Ouais, merci beaucoup, Michel. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Alors voilà le fond. Alors ça, dans le jour même où nous y étions, toute cette partie-là a glissé. C'est-à-dire qu'elle était en relief. Et l'après-midi, quand nous sommes revenus, elle était en creux. Donc vous voyez les limons stratifiés au fond. Je montre quelques photos. Donc vous voyez que c'est quand même pas de tout repos à étudier. Donc Laurent Bruxelles, il doit y avoir Philippe Galland et moi-même au premier plan.
Voilà, alors vous voyez, par exemple, là, ça a reculé. La ligne de pierre que l'on voyait sur les premières photos, sont ici. Donc euh, tout ça manque. Jusque-là, à peu près, c'était là en janvier, ça y était. Aujourd'hui, ça n'y est plus. Il est possible que d'ici si ce n'est déjà le cas, d'ici quelques semaines ou mois, toute cette partie va partir à son tour. J'ai fait venir des spécialistes de stabilité des terrains de l'école des mines d'Alès. Donc pour eux, ce genre de terrain va évoluer vers une pente d'équilibre autour de 45 degrés avec le temps. Mais ça, l'éboulement va continuer progressivement jusqu'à atteindre la pente d'équilibre. Donc je remercie au passage Thierry Aubé, qui est notre photographe du CDS 30, qui nous a fait une très bonne couverture de tout ce qui a été fait. Donc vous voyez là, on commence à aller faire des prélèvements sur l'autre côté. Là, du coup, Michel, quel est le programme des Actuellement, analyses ou on des attend mesures les. à venir ou même des Alors pour écrits le qui vont moment, sortir? il y a le suivi des températures de l'air et de l'eau, le suivi de l'effondrement en plan, et le suivi du niveau de la côte du lac qui monte au fur et à mesure qu'il y tombe des remplissages dedans. Et puis on attend le résultat des mesures des labos, en particulier les datations. Il y a de l'instrumentation qui a été mise en place dans la Alors cavité? ça, non, il y a pas de. Et puis bon, maintenant, je vais retourner faire des prélèvements dans l'eau pour la faune et la flore. Parce que bon, pour le moment, je n'ai vu que des algues ou des choses classiques de surface, mais il faut faire un prélèvement plus important pour avoir des chances d'avoir des choses intéressantes, quoi. Laisser peut-être le temps à la faune souterraine de, de coloniser ce lac. Eh ben, parfait, Michel. S'il n'y a pas Voilà, d'autres questions, je vous propose de clore, sauf si Michel, il y a un ou deux points sur lesquels tu veux t'étendre ou nous montrer encore quelques photos. non, je veux juste vous montrer la sédimentation. Pensez que chaque couche, c'est une crue. Voilà, donc là, c'est toujours Laurent Bruxelles en train de faire le relevé stratigraphique fin du remplissage. Parfait. Eh ben, Michel, il me reste juste à te remercier. Tu nous a montré ici un exemple, en fait, aussi de l'appui des spéléos aux décisions administratives locales, et ça, c'est important, ça arrive pas tous les jours. Donc, le Oui. fait de montrer que les spéléologues sont utiles aussi pour ce fonctionnement-là, surtout Ouais, donc là, dans ton secteur, c'est quand même bien, quoi. nous participons en tant que CDS à la commission de sécurité concernant la gestion de la veine. Nous sommes habilités à y aller en prévenant la mairie quand nous allons pour faire nos études. Et c'est parfait, très bien. Merci beaucoup. Il est encore 30 secondes si vous avez des questions. Et puis sinon, pour ceux qui veulent revoir la On peut mettre conférence, d'autres elle est photos si enregistrée. vous voulez. Voilà. Voilà. Merci Michel. Et puis pour tous ceux qui ont des idées ou des envies ou qui veulent proposer quelque chose en termes de conférence, n'hésitez pas. La commission scientifique de la Fédé, elle est à votre écoute pour ça. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre conférence de la commission scientifique. Voilà. Merci à tous et puis bonne soirée. Allez, Au merci, bonne revoir, à une soirée. prochaine, merci.